Bonjour à tous. On va commencer tranquillement. Donc avec cette 28e conférence du dernier mardi du mois, alors qui tombe finalement très peu de temps avant nos journées, hein, mais on a voulu ne pas modifier volontairement les dates. Et donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi le docteur Damien Basile pour nous parler des pleurésies infectieuses et des résultats de l'étude PK-Plèvre. Alors comme d'habitude, un tout petit mot sur la FHU Respire, hein. Vous savez qu'elle est labellisée par Avisan depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2025. On rediscutera en fin de semaine de la suite puisqu'il y a a priori un appel d'offres pour de nouveau une FHU. Nos objectifs, c'est de renforcer les relations donc hôpital, université, unité de recherche au sein d'interrégions et en vue d'améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée qui prend en compte les caractéristiques de l'eau dès l'enfance, l'environnement, les pathogènes et leurs interactions au niveau pulmonaire. Donc, je reviens pas sur les partenaires de la FHU. Les conférences, hein, je vous rappelle, hein, c'est de faire connaître la FHU, de mettre en avance des compétences sur les travaux de recherche. Donc là, on va voir les résultats d'un gros travail de recherche qui a été mené donc par le docteur Basile. L'idée, c'est que ça tienne sur l'heure du déjeuner et que tout soit terminé un petit peu avant 14 heures pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Donc, il reste quelques places de libres. Et donc, vous voyez, donc il y a déjà les premières conférences qui sont prévues, notamment le 28 janvier avec Sophie Lanone, le 25 février avec Stéphanie Lejeune et le 25 mars avec Sophie Achard. N'hésitez pas si vous avez des idées, des envies. Et puis, je vais m'arrêter là et je vais donner la parole au docteur Basile pour nous parler des pleurésies infectieuses et de retour donc sur l'étude PK-Plèvre. Damien, à toi, tu peux partager. Merci beaucoup Claire. Alors, attends, je partage, vous me dites ce que vous voyez, ce que vous avez, ce que... C'est Mon parfait. diaporama, parfait. Je vais juste essayer de remonter ça, parfait, c'est bon. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais aborder un petit peu la thématique des pleurésies infectieuses et de l'étude PK-Plèvre qu'on a menée ici à l'hôpital Sud à Amiens. Euh, donc, alors, si vous voulez bien passer les diapos, ça m'arrangerait. Ça marche pas? On va trouver, c'est bon, ça va marcher. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt, beaucoup d'intérêt pour la pathologie, mais pas de conflit en tout cas. Ce que je vais aborder, hein, donc je vais faire un petit rappel initial sur ce que c'est les pleurésies infectieuses pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien et les problématiques cliniques qu'on rencontre au quotidien et ce qui nous a amené en fait à construire cette étude PK-Plèvre. Donc, il y a une certaine nombre des données que je vais vous présenter là qui sont issues de ce papier, ce positionnement des sociétés européennes de pathologie respiratoire et des chirurgies thoraciques sur la prise en charge des pleurésies infectieuses de l'adulte. Et donc, on va aborder un petit peu le plan suivant, donc quelques rappels sur ce que c'est une pleurésie infectieuse, qu'est-ce qu'on traite exactement, quels pathogènes on traite. Euh, Est-ce qu'on les traite tous de la même façon et comment on va les traiter? Et on va voir que ça va soulever plein de questions potentielles. Et parmi ces questions, on va essayer de répondre à une d'entre elles avec l'étude PK-Plèvre, au moins en partie. Donc, sur le plan de la physiopathologie et de l'épidémiologie des pleurésies infectieuses, en fait, c'est un vaste groupe de pathologies, les pleurésies infectieuses, avec la principale cause, reste les pneumonies aiguës communautaires, qui dans 50% des cas, enfin, représentent 50% des causes de pleurésie infectieuse. Mais on a d'autres causes associées qui peuvent être d'origine traumatique ou iatrogène, avec l'insémination directement dans la cavité pleurale via un traumatisme de pathogènes, des lésions de la plèvre viscérale, une dissémination par voie hématogène ou éventuellement par voie transdiaphragmatique à partir d'un foyer infectieux sous-diaphragmatique ou à partir d'une infection médiastinale. Classiquement, alors ce que je vous présente là, c'est plutôt dans le cadre des pleurésies parapneumoniques, donc associées au foyer de pneumonie, mais c'est assez vrai, donc cette physiopathologie reste malgré tout assez vraie pour les autres causes.
on a toujours une évolution entre les différents stades de la pleurésie infectieuse, avec initialement une phase exudative, un liquide qui est inflammatoire, mais sans pathogène évident retrouvé dedans, avec du liquide qui reste fluide, facilement évacuable par une ponction, et au final, une plèvre viscérale qui va rester libre. Très vite, les choses peuvent malheureusement évoluer vers une phase fibrino-purulente au cours de laquelle on va avoir un processus inflammatoire marqué qui va entraîner des dépôts de fibrine importants et qui va pouvoir aboutir à la constitution de logettes, hein, et donc un liquide qui va s'organiser, qui va devenir de plus en plus dur à évacuer correctement et probablement aussi qui va limiter la diffusion des antibiotiques. En tout cas, c'est une des questions qu'on va discuter un petit peu plus tard. Et si on laisse évoluer les choses, on peut aboutir à une phase d'enquistement tardive avec la disparition quasiment du liquide qui va être remplacé que par de la fibrine qui va entraîner un thorax complètement rigide et les séquelles qu'on va pouvoir obtenir à distance. Alors, c'est une pathologie qui est fréquente malgré tout et dont surtout on constate que sur les 20-30 dernières années, la fréquence de la pathologie et son incidence ne font qu'augmenter, et ce, quels que soient les pays qui sont concernés ou dans lesquels les registres ont été faits. Et ça concerne également cette augmentation de tous les âges de la vie, mais c'est principalement marqué chez les populations âgées de plus de 60 ans, qui sont probablement les populations un peu plus fragiles et un peu plus sujettes à faire ces complications infectieuses, à type de pleurésie infectieuse. On distingue quand même deux grands âges, donc plutôt les âges extrêmes, donc plus de 60 ans, ou au contraire les jeunes enfants, avec un creux dans la pyramide des âges entre les deux. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant, outre le fait que ce soit relativement fréquent, c'est que c'est des pathologies, les pleurésies infectieuses, qui vont générer beaucoup de coûts et beaucoup de durées d'hospitalisation et une morbidité et mortalité importante, avec des durées d'hospitalisation qui sont longues, entre 2 et 3 semaines, un coût pour chaque hospitalisation et pour chaque patient élevé, de l'ordre de 22 000 euros, et surtout, c'est des patients pour lesquels, malgré les prises en charge actuelles, on garde une mortalité qui est importante, autour de 10 à 20% entre un mois et un an. Ça, c'était pour l'épidémiologie en termes populationnels. Maintenant, en ce qui concerne les pathogènes qui vont être impliqués, qui vont déterminer un petit peu le type d'antibiotique qu'on va pouvoir proposer à ces patients, ben, on va se rendre compte aussi qu'on a beaucoup d'hétérogénéité dans les pathogènes peuvent être responsables. Et donc, on avait fait ce travail rétrospectif, on reprenait les 20 études publiées, avec beaucoup de données manquantes dans ces études, 8 qui étaient prospectives, avec des populations très hétérogènes. Pour certains, c'était des patients qui avaient acquis leur infection en ville, enfin en communauté. Pour les 13 autres études, il y avait à la fois des infections pleurales communautaires et d'autres nosocomiales. Et puis, surtout, les méthodes diagnostiques pour identifier les bactéries ou les pathogènes responsables étaient extrêmement variées, avec soit des cultures standards, soit des hémocultures, soit des antigènes sur liquide, soit des PCR. Mais quand on combine tout ça, au final, et si on va se concentrer essentiellement sur la deuxième colonne, ben, près de 40% des cas, on n'arrive pas à avoir de diagnostic microbiologique et donc on traite les patients un petit peu à l'aveugle. Et quand on a un diagnostic microbiologique, ça va être vont prédominer les coccigrammes positifs avec en tête de liste les streptopneumoniae, mais également des streptocoques de bouche, type le streptocoque du groupe Milleri, mais également un nombre non négligeable d'anaérobies qui vont nécessiter d'être pris en charge, surtout qui sont souvent difficiles à mettre en évidence. Et dans près de 10% des cas, une culture qui va revenir polymicrobienne. Comment on fait ce diagnostic? On l'a déjà un petit peu abordé. On a d'abord les cultures et les examens directs des liquides pleuraux, dont on voit que la sensibilité est très faible, moins de 50% des cas, ce qui nécessite d'autres techniques éventuellement, et ça va être fait partie des questions qui sont actuellement débattues sur comment est-ce qu'on peut optimiser la sensibilité de nos techniques diagnostiques. Alors, il y a une première piste qui est d'ensemencer le liquide pleural sur des flacons à hémoculture qui permet de récupérer en particulier un certain nombre de patients, en particulier chez ceux qui ont déjà reçu une antibiothérapie préalable. On arrive à identifier un peu plus de pathogènes, et en particulier des pathogènes anaérobies.
Parmi les autres techniques, on peut tester sur le liquide pleural l'antigène pneumocoque. Alors, il n'est pas validé dans cette indication. Malgré tout, les études qui ont été réalisées montrent que la sensibilité est très bonne, de l'ordre de 80 à 100%, qui est bien supérieure à la culture. Et en particulier, cette sensibilité n'est pas affectée par le fait que le patient ait reçu ou pas une antibiothérapie préalable. L'autre alternative, c'est les tests de biologie moléculaire réalisés sur le liquide pleural. À l'heure actuelle, c'est essentiellement recommandé lorsque la culture est négative, l'antigène est négative et si le patient n'évolue pas correctement. À ce moment-là, on proposera soit une PCR ciblée pneumocoque, soit une PCR 16S. Et puis se pose la question également des prélèvements respiratoires, avec malgré tout une limite à prendre en compte, c'est que la corrélation entre ce qu'on va trouver dans le poumon et ce qu'on va trouver dans la cavité pleurale, elle n'est pas bonne. En particulier parce que dans 20 à 50% des cas, l'infection pleurale, elle n'est pas associée à une pneumonie. Et l'autre problématique, c'est que on a un certain nombre de bactéries qui sont tout simplement pas détectées au niveau pulmonaire, essentiellement certaines bactéries qui poussent mal, ou anaérobie en particulier. Ceci étant posé, on va voir un petit peu quels sont les épanchements les plus compliqués à prendre en charge. Et donc, on a deux critères principaux pour les déterminer. C'est soit les patients qui vont avoir un pH pleural effondré. Donc ça, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que ces patients-là, ils vont nécessiter une prise en charge plus agressive parce que sinon, ils vont pas évoluer correctement. Donc, si le liquide pleural, on identifie un pH inférieur à 7,20, il y a une indication à avoir un traitement agressif. Et l'autre critère est plutôt un critère d'imagerie, c'est l'identification de ce cloisonnement échographique, de ce cloisonnement dont je vous ai parlé un petit peu au début. Donc, le fait de passer, entre guillemets, d'une phase initialement inflammatoire à une phase fibrinopurulente, où on va avoir l'apparition de cloisons au sein de la cavité pleurale qui vont gêner l'évacuation du liquide et là, éventuellement la pénétration des antibiotiques et la réexpansion du poumon. Donc, pour identifier ce cloisonnement, l'échographie est actuellement l'examen qui est le plus sensible et le plus spécifique. Et ça a été montré entre autres par plusieurs études. Donc, cette étude très récente, qui est une étude rétrospective, qui avait évalué chez 180 patients avec une pleurésie exudative parapneumonique l'apport de l'échographie et qui avait comparé cet apport de l'échographie par rapport aux données de la fonction pleurale en termes de microbiologie et de pH, de LDH. Et donc, sur les bases de cette microbiologie et de cette analyse du liquide pleural, 83 patients étaient considérés comme avec une pleurésie compliquée. Et en fait, on se rend compte que ici, l'échographie était le critère qui était le plus prédictif d'avoir un épanchement considéré compliqué sur les données microbiologiques ou de l'analyse biochimique du liquide pleural. De manière assez intéressante, quand on s'intéresse maintenant au risque d'avoir une procédure invasive derrière, donc soit une ponction, soit une chirurgie, à nouveau, l'échographie était très clairement associée à un surrisque de ce type de geste lorsqu'elle identifiait un cloisonnement à l'échographie. Donc, non seulement on identifie mieux les patients à risque, mais surtout, ça entraîne une prise en charge thérapeutique qui va être plus agressive. Donc, la limite, c'est que c'était une étude qui était rétrospective, mais on a une étude prospective un peu plus ancienne qui retrouve quelque chose de similaire. Donc, 160 patients avec une pleurésie infectieuse, cette fois-ci considérée compliquée. Donc, ils ont tous été drainés. Et ces patients ont regardé un petit peu ce qui se passait à 3 jours de la prise en charge, s'ils évoluaient ou pas favorablement. Et parmi les patients, donc la moitié de patients qui avaient une pleurésie infectieuse cloisonnée à l'échographie, on se rend compte que c'est des patients qui allaient rester quasiment une semaine de plus à l'hôpital, avec essentiellement des traitements beaucoup plus agressifs en termes de durée de drainage, de recours à un traitement complémentaire, un traitement fibrinolytique ou de recours à une intervention chirurgicale. Par contre, pas d'impact évident sur la mortalité de ce cloisonnement.
Et on arrive du coup à la prise en charge thérapeutique de ces patients. La prise en charge, elle va reposer sur classiquement trois piliers. Le premier pilier, c'est l'évacuation pleurale. Le deuxième pilier, on va l'aborder, ça va être la kiné. Et je terminerai par l'antibiothérapie, puisque c'est ce qui va faire le lien avec l'étude PKPLEF que je vais vous présenter après. Et donc, l'évacuation pleurale, elle va être proposée donc à partir du moment où on a une pleurésie qui est franchement compliquée, donc c'est-à-dire si la ponction retrouve du puits macroscopique, si on a un cloisonnement qui est présent, si on a un examen direct ou une culture des liquides pleurales qui est positive, ou si on a un liquide de grande abondance ou un pH abaissé. Ces patients-là, on sait qu'ils vont mal évoluer et qu'ils vont avoir besoin d'un traitement agressif. Malgré tout, ce traitement agressif, il n'est pas encore parfaitement codifié. Il y a encore beaucoup de discussions sur quel est le meilleur traitement ou quel est le meilleur moyen d'évacuer ces patients. La première option, c'est les options médicales, avec soit des ponctions pleurales qui peuvent être répétées, soit plus classiquement un drainage thoracique qui peut être ou non associé à un traitement adjuvant. Je vais y revenir juste après. L'autre alternative étant les alternatives chirurgicales, soit des alternatives, on va dire, mini-invasives par les vidéothoracoscopies vidéo-assistées, qui permettent donc, comme pour une célioscopie, d'aller débrider la cavité pleurale, de laver cette cavité, d'effondrer les septa, de faire les prélèvements et de positionner des drains dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est accessible ce geste pour les stades fibrinopurulents quand on est relativement précoce. Par contre, si on laisse évoluer trop longtemps la pleurésie infectieuse sans la prendre en charge correctement, on risque d'arriver sur des stades 3 avec une phase d'enquistement. Et là, on arrive sur des chirurgies qui vont être beaucoup plus délabrantes, beaucoup plus lourdes. Donc, qui vont nécessiter une chirurgie à ciel ouvert avec une thoracodécortication. Ça, il faut éviter d'arriver là. Et donc, le principal risque d'en arriver là, c'est quand on laisse traîner plus de 2 semaines les patients ou sur les pleurésies ABG. Alors, si on compare un petit peu dans cette méta-analyse de données rétrospectives, qu'est-ce qui fait le mieux entre les prises en charge médicales plutôt en rouge et qu'est-ce qui fait le mieux entre les prises en charge chirurgicales en vert? On a l'impression, à nouveau sur ces données rétrospectives, que les prises en charge chirurgicales font mieux, elles sont associées à moins de mortalité et à moins de risques de seconde procédure que quand on fait rien ou quand on fait une ponction ou un drainage. À nouveau, c'est des analyses rétrospectives et très probablement sur des patients qui n'ont pas été randomisés. Et donc, il est très probable que les patients qui étaient les plus fragiles, on ne les a pas proposés à la chirurgie. Malgré tout, j'attire votre attention donc sur cette ligne-là, les traitements fibrinolytiques. Donc, c'est des patients qui ont bénéficié d'une prise en charge médicale associée à un traitement complémentaire adjuvant qui était l'installation d'un traitement fibrinolytique. Et on voit que ces patients, ils ont une prise en charge, en tout cas des succès cliniques en termes de mortalité ou de risque de seconde procédure, qui se rapprochent des prises en charge chirurgicales. Pour ça, donc, il y a eu des méta-analyses qui ont été menées, qui ont comparé une prise en charge médicale avec ou sans traitement fibrinolytique associé. Et on se rend compte qu'en termes de mortalité, il n'y a pas de différence, mais par contre, en termes de recours à une chirurgie secondaire ou d'échec de traitement, quand on associe un traitement complémentaire, on diminue grandement le risque de ces secondes procédures ou d'échec de traitement. La question, c'est que est-ce qu'il faut le proposer à tous les patients? Ben, ça, on n'a pas encore les données suffisantes pour répondre. Euh, donc, l'attitude actuelle, c'est de commencer par une prise en charge médicale et de réfléchir très rapidement à un traitement complémentaire si on a une évolution qui n'est pas favorable dans les 1 à 2 jours qui suivent l'initiation du traitement. Par contre, quand on compare prise en charge médicale versus chirurgicale, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sur la base d'essais contrôlés randomisés, prospectifs, on est malheureusement limité par le très faible nombre de données. Donc, quand on regarde ce qui se passe pour l'analyse de la mortalité chez les adultes, ben, on est limité à 2 essais qui considèrent 90 patients. Donc, c'est très difficile de tirer la moindre conclusion forte de ça. Possiblement sur la base de ces 2 essais, une durée d'hospitalisation qui est un petit peu plus faible dans le bras chirurgical, mais à nouveau, à prendre avec beaucoup de précautions du fait du faible nombre de patients inclus. Le deuxième bras de traitement qui est la kinésithérapie, globalement, tout le monde en prescrit. Malgré tout, ça pose des questions parce que il n'y a aucune recommandation internationale sur ce que c'est la kinésithérapie respiratoire à appliquer
Dans ce contexte-là, et du coup, c'est laissé un petit peu à l'appréciation et du prescripteur et du kiné qui va prendre en charge le patient. On espère avoir un peu plus d'informations pour prouver qu'on fait bien avec les deux des travaux en cours, donc l'étude de Kinépanche et l'étude Physiopleura. Donc Kinépanche qui est une étude française et l'étude Physiopleura qui est une étude espagnole, qui sont en cours, dont on attend les résultats. Mais ce qui semble ressortir, c'est qu'il y a un objectif commun, c'est faire bouger le patient le plus tôt possible pour éviter les séquelles. Et on arrive au troisième pan de la prise en charge, qui est l'antibiothérapie. Et on va voir qu'on a beaucoup de soucis et beaucoup de questions à répondre. Donc l'antibiothérapie, elle va couvrir les germes dont on a évoqué, donc principalement les coccygrammes positifs, le pneumocoque, mais elle doit couvrir également les anaérobies qui sont d'identification difficile. Et classiquement, ce qui est proposé, c'est une durée de 7 jours quand on a une pleurésie de faible abondance, non compliquée, et une pleurésie, et dans tous les autres cas, un traitement d'une quinzaine de jours. Alors, premier écueil, la durée de ce traitement, en fait, elle n'est pas codifiée, elle repose sur des données très anciennes et plutôt sur des expériences, on va dire, des praticiens. Il y a une étude randomisée contrôlée récente qui a évalué un petit peu la durée de cette antibiothérapie. Donc, 55 patients qui avaient une pleurésie infectieuse compliquée, qui avaient eu un traitement pendant 15 jours d'antibiotiques, et au bout de 15 jours, ils étaient randomisés soit pour la poursuite du traitement 7 jours supplémentaires, soit pour l'arrêt du traitement avec un placebo. Et il n'y avait pas de différence significative en termes ni de succès clinique à la fin du traitement, donc à 21 jours de la prise en charge, ni en termes de séquelles à distance. Euh, Peut-être un tout petit peu moins d'effets secondaires dans le groupe de 2 semaines de traitement, mais en tout cas, ça semble confirmer l'attitude actuelle de 15 jours de traitement après une antibiothérapie correctement menée. Cette antibiothérapie, elle est essentiellement basée dans les recommandations sur l'amoxicilline, de l'acide clavulanique ou une C3G injectable associée à du métronidazole pour couvrir les pathogènes anaérobies. À nouveau, le choix de cette antibiothérapie, on va le voir immédiatement, repose essentiellement sur des expériences et l'expertise des praticiens et sur l'habitude. Mais on a très peu de données en fait pour la justifier, cette antibiothérapie, et pour justifier les posologies qui vont être proposées. Et donc, ça va être un peu tout l'intérêt de l'étude PK-Plèvre que je vais vous présenter maintenant. Dans cette étude, on a évalué un petit peu la pharmacologie pleurale des antibiotiques au cours des pleurésies infectieuses. Donc, c'est un travail qu'on a mené conjointement avec le docteur Marion Dessien, le docteur Marc-Antoine Marchand, le docteur Youssef Bénis. Et la problématique, donc, c'est que on a très peu d'études au final dans la littérature qui évaluent la pharmacodynamique et la pharmacocinétique de l'antibiothérapie au sein du liquide pleural dans le cadre des pleurésies infectieuses. Et que surtout, ces études, elles ont des méthodologies qui sont extrêmement diverses, des populations qui sont extrêmement diverses, pour certaines chez l'animal, pour certaines chez l'homme. Dans de nombreux cas, les antibiotiques qui sont considérés ne sont pas des antibiotiques adaptés, ou en tout cas qui sont utilisés en pratique courante pour la prise en charge des pleurésies infectieuses. Et puis, à nouveau, on a des populations qui sont parfois au communautaire, parfois dans les suites d'une prise en charge chirurgicale. Et donc, au final, il est très difficile de savoir ce qu'on fait sur la diffusion pleurale des antibiotiques classiquement recommandés, que sont l'amoxicilline, l'acide clavulanique et les C3G. L'intérêt de l'étude, donc PK-PLEV, c'était d'essayer de proposer une population homogène rencontrant en pratique courante, à savoir un patient avec une pleurésie infectieuse communautaire compliquée ou à risque de complications qui nécessitait un drainage. Et à ces patients, on leur a proposé le traitement conventionnel, en tout cas recommandé, à savoir l'amoxicilline et l'acide clavulanique à la posologie forte, donc 2 grammes de l'amoxicilline, 200 mg d'acide clavulanique. Et on a essayé d'identifier chez ces patients la diffusion pleurale de ces antibiotiques et éventuellement les facteurs qui pourraient influencer cette diffusion. Donc,
pour ça, on a inclus tous les patients majeurs qui venaient au CHU Amiens-Picardie pour une pleurésie infectieuse communautaire, compliquée à risque de complications, qui n'avaient pas encore reçu un traitement par amoxicilline ou acide clavulanique, ou en tout cas si ce traitement avait été instauré depuis moins de 24 heures. Ça a été une grosse limite pour les inclusions, puisque on avait beaucoup de patients qui avaient déjà traité, et donc ça a limité grandement la possibilité d'inclure. En pratique, le traitement était administré par voie intraveineuse toutes les 8 heures et on réalisait à la fois sur un prélèvement pleural et sur un prélèvement sérique des cinétiques répétés, des dosages en antibiotiques, donc juste avant l'injection d'antibiotiques, une demi-heure après, une heure après, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 8 heures, à 24 heures, éventuellement à 72 heures chez les patients pour lesquels il y avait toujours une productivité du liquide pleural. Et dans cette étude, on dosait à la fois les formes totales en antibiotiques et les formes libres, qui sont probablement celles qui sont le plus à même d'intervenir d'être efficaces, on va dire, sur le traitement de la pathologie. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à inclure, puisque vous voyez, on a commencé en avril 2019, on a terminé en juin 2023. Entre deux, il y a eu le Covid. Qui dit Covid dit qu'on on a dû réorganiser grandement nos services et puis il y a eu aussi les isolements qui font qu'on a eu une vraie chute durant cette période du nombre de pleurésies infectieuses qu'on rencontrait. Malgré tout, sur les patients qu'on a accueillis, on avait une population assez classiquement rencontrée, donc une forte prédominance masculine, une moyenne d'âge autour de 60 ans, une documentation microbiologique qui reflétait quasiment ce je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire dans 55% des cas, on avait une documentation, et une évolution favorable précoce à 72 heures qui était obtenue dans un peu moins de la moitié des cas. Si on regarde un petit peu les analyses poolées de tous les patients, que ce soit pour l'amoxicilline ou l'acide clavulanique, donc on a une diffusion très rapide en sérique pour ces deux molécules, avec une diffusion qui, elle, est beaucoup plus lente au sein de la plèvre, mais qui est présente, avec, au bout de 8 heures, souvent des concentrations intrapleurales qui dépassent les concentrations résiduelles euh, sériques. Malgré tout, j'attire votre attention sur l'importante variabilité qu'on distingue déjà chez ces patients, avec des patients, comme on va le voir, qui ont parfois une très bonne diffusion et donc des rapports d'AUC pleural sur sérique globalement excellents, autour de 80% quand on prend toute la population, mais avec une extrême variabilité, avec certains patients qui ont une diffusion de 7,5% et d'autres qui ont une diffusion de 131%. Et on se doute que c'est pas tout à fait la même chose quand ces diffusions sont aussi disparates. De la même façon, la lésion en protéines, elle est globalement avec une beaucoup plus faible variabilité, mais cette variabilité existe quand même. Donc, à titre d'exemple, je vais vous montrer quelques profils qu'on a pu obtenir chez certains de nos patients. Donc, je commence avec le 7e sujet qui avait été inclus, un patient chez lequel on n'a pas tellement compris pourquoi, mais la diffusion était quasiment nulle, de l'ordre de 8%. C'était un patient qui présentait une pleurésie compliquée avec un épanchement très cloisonné, documenté avec plusieurs germes a priori sensibles à l'antibiotique proposé, donc à l'augmentin, puisque c'était des streptocoques de bouche et du Prévotella avec de l'actinomycète. Ce patient, il a une évolution défavorable à 72 heures, il a fini en chirurgie. Deuxième sujet qui avait été analysé, donc le sujet numéro 10, cette fois-ci, on a une diffusion qui est excellente, qui reprend quasiment la moyenne que je vous ai présentée, donc avec une diffusion certes plus lente au sein du liquide pleural, mais après qui se stabilise et qui reste au-dessus de la concentration résiduelle au niveau sérique. Ce patient, il avait un épanchement libre, une évolution favorable à 72 heures, donc c'est plutôt content pour lui. Et puis un troisième patient qui remet un peu tout en cause, c'est le sujet numéro 3, patient qui a également une très très bonne diffusion pleurale, cette fois-ci même une diffusion très rapide, un épanchement à nouveau non cloisonné, documenté à Streptococcus constellatus, donc amoxicilline sensible aussi, des très bonnes concentrations résiduelles à 24 heures, et pourtant à nouveau une évolution défavorable. Donc c'est assez difficile de faire le lien entre l'évolution de ces patients et la diffusion pleurale des antibiotiques. Il y a manifestement d'autres choses qui se jouent.
Quand on regarde un petit peu les concentrations résiduelles à 8 heures et à 24 heures, on regarde et qu'on voit un petit peu, ben, on se rend compte que par rapport au CMI classique des germes, qui sont souvent autour de 1 mg par litre pour la plupart des germes rencontrés, si on considère un seuil à 4 fois la CMI pour considérer qu'on est cliniquement efficace, ben, on se rend compte que dans 2 tiers des cas, on dépasse ce seuil à 8 heures, mais que pour à peu près un tiers des patients, on est largement en dessous. Et ça reste vrai également, d'une manière un peu moins vraie, à 24 heures. Et donc, probablement des patients qui sont au final un peu sous-dosés dans la plèvre, euh, pour certains, sans qu'on arrive précisément à identifier lesquels. Et en tout cas, on n'a pas réussi à identifier de critères qui étaient associés à la bonne ou à la mauvaise diffusion pleurale de ces antibiotiques pour l'instant. Quand on regarde un petit peu le caractère cloisonné, en tout cas quand on a un épanchement qui est non cloisonné, donc c'est le petit carré rose que vous avez, on a globalement toujours des bonnes diffusions. Par contre, lorsque l'épanchement est cloisonné, on a une grosse hétérogénéité à l'intérieur de ces patients, avec pour certains une très bonne diffusion, pour d'autres une diffusion qui est très mauvaise. En parallèle, si on regarde un petit peu le succès clinique à 72 heures, globalement, chez lesquels on a un succès à 72 heures, c'est quasiment tous des patients qui vont évoluer, enfin, qui vont avoir une bonne diffusion, autour de 100%. Donc ça, je vous rappelle, c'est à peu près la moitié des patients. Et au contraire, ceux qui n'évoluent pas bien à 72 heures, ben, on a une très grosse hétérogénéité de la diffusion de l'antibiotique. Donc, pour conclure sur cette étude, les forces de cette étude, c'est que c'est une population qui est vraiment celle qui nous intéresse, à savoir des patients avec une pleurésie infectieuse compliquée, communautaire, chez lesquels on va utiliser l'antibiotique classiquement recommandé. On a réalisé des mesures répétées à la fois au niveau sérique, au niveau pleural, pour essayer d'avoir une cinétique fiable de la diffusion des antibiotiques. Et surtout, on s'est intéressé également aux formes totales et aux formes libres, pour tenir compte de la fixation protéique éventuelle des antibiotiques au sein de la plèvre, dont on sait que parfois elle est riche en protéines, en particulier dans ses exudats. La faiblesse évidente, c'est pour l'instant le faible effectif qui a été inclus, principalement, comme je vous l'ai dit, lié à la pandémie Covid-19, qui a nécessité de grosses réorganisations dans les services, des critères d'inclusion et de non-inclusion qui étaient très sélectifs, en particulier avec l'exclusion des patients qui avaient déjà reçu une antibiothérapie préhospitalière par amoxicilline. Et puis, bah, ça restait une prise en charge et une étude un peu difficile à réaliser, puisque des prélèvements très répétés chez des patients hospitalisés, mais qui souvent arrivaient le vendredi soir, comme toutes les pleurésies infectieuses à l'hôpital. Donc, en conclusion, l'amoxicilline, l'acide clavulanique sont des molécules qui diffusent bien dans le liquide pleural, mais malgré tout avec une importante variabilité interindividuelle. Et chez 75% des patients, on va obtenir une CMI considérée efficace à 24 heures de la prise en charge, mais ça laisse quand même 25% des patients où on va être en dessous. Et l'autre problématique, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les facteurs qui permettent de savoir quels patients vont présenter une bonne diffusion et quels patients n'ont pas cette bonne diffusion. Et pas de corrélation évidente non plus entre la bonne diffusion ou non de l'antibiotique et le succès clinique à terme. Donc, en tout cas, je remercie grandement toute l'équipe de pneumologie et de soins continus qui s'est impliquée dans cette étude, qui a participé à la réalisation du recueil, le laboratoire de pharmacologie également, qui nous ont aidés pour faire ces tests pharmacologiques en plus de leur travail habituel. C'est des analyses qui sont très consommatrices en temps et en temps personnel. Donc, merci à tous de leur aide. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Damien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. N'hésitez, enfin dans la salle, n'importe quoi. Derrière les ordinateurs, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. En tout cas, je souhaitais souligner quand même la charge de travail pour réaliser cette étude parce que très clairement, il n'y a pas beaucoup de patients entre guillemets, mais pour chaque patient, tu l'as bien montré, c'est un temps extrêmement important.
Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire ou qu'on pourrait faire à l'échelle régionale pour avoir un petit peu plus. Ah oui, j'ai pas mis ma. Je suis en train de me faire crier. Qu'on pourrait, pour pouvoir avoir un petit peu plus de patients et un petit peu plus de choses à se mettre sur la dent. En tout cas, ça pose énormément, je pense, de questions. D'abord, tu as montré l'hétérogénéité des patients. Ensuite, ça pose quand même les questions bah, de ce qu'on fait, hein, de nos habitudes de mettre de l'augmentin 2 grammes fois 3. Est-ce que toi, pour l'instant, ça a changé ta manière de faire, de voir les choses ou pas encore? Bah, pour l'instant, on a l'impression que même avec 2 grammes x 3, on arrive encore à manquer un certain nombre de patients et être largement sous-dosé. Donc j'aurais du mal à proposer moins à l'heure actuelle. Alors après, je sais que pour le coup, ça c'est quelque chose qui est assez français. Dans les recommandations internationales, et en particulier celles que j'ai montrées auparavant, ils ne donnent pas de posologie particulière. Donc c'est Et à la question discuter. d'utiliser l'augmentin en continu. Je pense que ça mériterait d'être évalué. C'est de plus en plus discuté dans plein d'indications, hein. Donc, est-ce que c'est possible que ça permette de rattraper un certain nombre de ces patients qui sont, entre guillemets, des mauvais diffuseurs? Ça vaudrait le coup de l'essayer. Je suis pas sûr, mais parce qu'on n'a pas identifié au final ce qu'ils faisaient, qu'ils diffusaient pas bien, ces patients. Pas Oui, bon, forcément un après, problème de volume de distribution, c'est pas forcément un problème de fonction rénale ou de cloisonnement. Donc, il reste après le problème de toute façon de où est-ce qu'on a récupéré en effet le hum, liquide, puisque selon les endroits, selon les zones, hum, potentiellement, peut-être qu'on a on avait une diffusion plus ou moins bonne hum, selon là où était placé le drain, puisque hum, certains nombres d'entre eux étaient déjà bien ouais, cloisonnés. c'est possible. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Quelles sont un petit peu les habitudes? Je vois qu'il y a Hélène, je ne sais pas si tu nous entends, Hélène, qui est connectée. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, oui. Bah, écoute, les habitudes, on fait comme toi, on fait des fortes doses antibiotiques systématiquement. Je pense que vraiment, tu as raison. En montrant les courbes sériques, on a envie de faire de l'augmentin en continu avec ce que tu viens de montrer là. En tout cas, nous, c'est l'habitude qu'on a maintenant avec la tazocilline. Pour toutes nos antibiothérapies, on privilégie l'administration continue et je pense que vraiment, ce que tu montres, ça va en ce sens-là. Et puis, après, on fait comme ce que tu fais toi, c'est-à-dire que bah, si à 72 heures, le patient n'a pas bien évolué, très clairement, on peut pousser pour aller vers la chirurgie. En dehors de ça, on va garder notre traitement médical. Et comme tu le dis très bien, comme les pleurésies arrivent le vendredi soir, bah, c'est vrai qu'ils sont pas souvent opérés le week-end. Donc, c'est la réévaluation du lundi qui nous oriente. C'est vrai qu'il y a une vraie question sur d'évaluer l'augmentation. Parce que la tazone, nous, c'est pareil, on le fait beaucoup, beaucoup en continu maintenant. Mais c'est vrai que l'augmentin, pour l'instant, il est toujours, et ça reste dépendant. Enfin, voilà, on sait très bien comment ça se passe, que au fur et à mesure, les horaires y glissent pour que ce soit plus simple pour l'équipe infirmière. Je pense que le continu a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages. après, la difficulté, autant dans les services de soins continus, le continu est facile à gérer parce que ils ont souvent le matériel pour pouvoir le proposer facilement. Dans les services classiques, c'est parfois plus difficile puisque typiquement, hein, ici à Amiens, on a des difficultés d'accès dans beaucoup de services à des pompes de perfusion continue. Ça peut peut-être être un frein, je pense. Alors ça dépend où ces patients sont pris en charge initialement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Sur un futur travail ou sur une poursuite, Hélène, vous seriez intéressée sur Rouen? Complètement. C'est très intéressant. C'est une question qui reste d'actualité parce que c'est des patients qu'on revoit à nouveau finalement après la petite dette immunitaire. Et ben là, nous, on revoit pas mal de pleurésie purulente chez des patients assez âgés, donc trop fragiles pour être candidats à une chirurgie. On se repose la question de la fibrinolyse beaucoup plus qu'avant. Et donc, je pense que un travail sur le dosage antibiotique dans la plèvre, sur peut-être aussi orienter la prise en charge en fonction du dosage dans la plèvre qu'on a à J24, 24 heures, 48 heures, ça peut être intéressant. Donc oui, oui, tout à fait intéressé. Parfait. Écoute, on va y réfléchir.
Là, j'ai soumis un PHRC il n'y a pas très longtemps pour justement la prise en charge lavage versus soins courants dans les pleurésies infectieuses. On pourrait même discuter de rajouter une partie ancillaire pour le Dosage? dosage. Ouais. Après, la difficulté, c'est que quand on va laver la plèvre, le dosage, Non, mais ça dépend de ton lavage, quand est-ce que tu le fais débuter. c'est ça. En fait, l'idée, c'est de le faire débuter dès le drainage. Ah, d'accord. Oui, donc là, ça va être un peu plus. Après, c'est une vraie question. Ouais, ça peut être une question, justement. De récupérer le liquide avant de la Hum, fin. À chaque fois que tu fais ton lavage avant de oui, le c'est laver. vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Je pense que ça va surtout être réécouté parce que c'est vrai qu'on est mardi et qu'on se retrouve tous dans 48 heures à Cabourg. Peut-être des questions dans Il y aura 48 heures. peut-être des questions dans 48 heures. Eh ben, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Damien? Merci. En tout cas, bah, je vais remercier tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui vont nous écouter secondairement, puisque comme ça sera enregistré. Et puis, alors, avant que je me fasse crier, je vais te faire une réputation, Sandrine. C'est ça. Hop. Non, mais tu cries beaucoup, ça fait très peur. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter pour... c'est un bon sens? Ah, Non, ça savez jamais. Que si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas. Que à chaque fois, il y a la possibilité, bien sûr, de réécouter, en tout cas au minimum pour les membres de la FHU, l'ensemble de ces conférences du dernier mardi du mois. Euh, en tout cas, tous ceux, enfin tous. Pour le grand public, c'est uniquement disponible quand c'est un sujet grand public. Là, on voit par exemple que la présentation de Sophie Hacher, a priori, sera ouverte au grand public. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vous donne rendez-vous alors déjà dans 48 heures à Cabourg, avec grand plaisir. Et puis pour le prochain dernier mardi du mois, qui sera donc le 28 janvier 2025, puisqu'on s'est dit que le dernier mardi du mois de décembre, on n'aurait pas beaucoup de connectés. Je crois. Puisque le dernier mardi, c'est le 30 décembre. Donc, je crois que, bon, faut pas rêver. Donc, à très, très vite aux journées et congrès de la FHU. Et puis, pour le prochain mardi du mois, avec Sophie Lanone, sur l'impact des facteurs externes et internes sur le cours des maladies respiratoires. À bientôt. Au revoir.